Eh bien, écoutez, merci d'une part de cet honneur de venir vous parler dans ce séminaire. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question. Erving Goffman, vous connaissez tous. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a lu un livre d'Erving Goffman ici? Levez la main. Qu'est-ce qu'il y a lu 2 livres? Un seul. Qu'est-ce qu'il y a lu 3 livres? 4 livres? 5 livres? Un ou 2, moi je m'en rappelle plus. Alors, Au moins, il y a une place. bon, mais c'est bien, donc vous avez encore de belles choses à découvrir. Je vais apporter la collection là, de ma bibliothèque personnelle. Il en manque des gens d'ailleurs, mais je les compterai à la sortie. Hein. Voilà, il a publié en français, enfin non, il n'a pas publié en français, mais il y a une dizaine de livres de lui qui ont été traduits en langue française. Mais ce que je propose de faire cet après-midi, c'est donc de vous parler, d'introduire, effectivement, de faire un petit chapeau pour une grosse tête, enfin un petit chapeau pour Erving Goffman, étant donné l'ambition de Christine, dont elle vient nous faire part. La nôtre? Oui, et d'autres, mais enfin c'est toi qui portes le fanion, le chapeau. Et donc de mettre ça au programme substantiel des réjouissances de cette année, de parler périodiquement de Goffman, de son œuvre selon différents points de vue. Donc moi ce que je vais vous dire un peu, c'est situer Goffman, et puis c'est à partir de là qu'on verra ce qu'on peut faire pour la suite. Enfin, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec. Et pourquoi donc Goffman? De toute façon, je réponds à cette question, c'est parce que, vous le savez, Goffman est le spécialiste de l'interaction. Et on dit de la microsociologie. Alors, je vais vous donner mon point de vue, c'est que c'est vrai, c'est de la microsociologie, mais c'est aussi de la micropsychologie, si on veut. Et je dirais que Goffman, enfin je vais vous dire ça tout de suite, c'est Goffman, on dit qu'il est sociologue, lui-même d'ailleurs acceptait volontiers ce titre, puisque quand il est mort, il venait d'être élu président de la Société américaine de sociologie. Puis il est mort peu de temps avant, il avait écrit même son discours pour cette société, ça a été publié aussi en français, donc il était considéré comme un sociologue jusqu'à la fin de sa vie. Mais en fait, quand on regarde un peu son œuvre, et je le justifierai, il était, à vrai dire, anthropologue, ou même, je dirais, psychologue social, ou même éthologue. Et je pencherai sur cette dernière formulation. Goffman était en fait un gigantesque éthologue de l'humain, de l'espèce humaine. Mais nous verrons aussi ce que cela pose tout de même, et j'ajouterai que c'est plutôt de l'éthologie compréhensive que de l'éthologie tout court, parce que quand on fait de l'éthologie humaine, c'est forcément de l'éthologie compréhensive. Je dirai pourquoi je dis ça dans un petit instant. Alors, donc, j'aurais voulu vous dire, vous faire un petit laïus sur son curriculum d'abord, pour situer sa vie, parce qu'après on discutera. Je ne vais pas parler pendant très longtemps. Mais malheureusement, alors là j'ai des difficultés avec les planches. Il n'y a pas de la planche que j'avais préparée pour Ces ouvrages. non, mais là ce sont les ouvrages, mais pour sa biographie, elle a disparu, je ne sais pas où. Il semblait l'avoir mise ce matin même, mais elle n'y est pas. Alors, donc je vais reprendre ça. Il est né en juin 1922. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous n'étiez évidemment pas nés les uns ni les autres. Ça vous paraît très loin. Et il est né au Canada, dans un petit endroit qui s'appelle Mannville, qui est dans l'Alberta. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez la carte du Canada en tête.
mais ça ne vous dit pas grand-chose. Enfin, vous savez que le Canada, c'est au-dessus des États-Unis, et que c'est une bande donc qui s'étend jusqu'à l'Alaska, c'est-à-dire très loin vers le nord, mais les parties habitées, disons civilisées, où il y a les universités et où donc Goffman est né, c'est plutôt vers la frontière avec les États-Unis. Et donc il est né dans l'Alberta, qui est un État qui est un peu à l'ouest au Canada. Bon, vous allez me dire bon, que ça peut faire s'il est né à l'est, à l'ouest, ça ne change pas grand-chose. Mais si tout de même, pour ses origines, parce qu'il est né dans une famille juive, d'origine ukrainienne, qui avait migré avec des milliers d'autres juifs à cette époque-là, dans ces régions. On peut dire qu'au Canada, il y avait en particulier, alors un peu plus à l'ouest, mais il y avait énormément toute une colonie juive à laquelle donc où est né Goffman. Alors ça compte, et Yves Loinquin, un ami que vous verrez sûrement, que vous avez déjà vu probablement ici, parce qu'il se promène beaucoup, enfin il s'est promené, il avait un poste à l'école normale supérieure dans ses locaux, mais il revient, je crois, assez souvent, puis il faudra le faire revenir, parce que lui pourrait bien vous parler, il a bien connu Goffman, et d'ailleurs il vient de publier avec une collègue un livre sur Goffman, je ne sais pas, il a déjà disparu. Il est sous tes papiers là. Il est là-dessous. Ouais. Et donc Loinquin pourrait vous dire et insister là-dessus, c'est que Goffman, à cause de cela, était considéré en fait comme un sociologue canadien. On dit souvent que c'était un sociologue canadien, alors qu'en fait il a fait toute sa carrière aux États-Unis, et que sans doute tout le monde le considère comme un États-Unien et non pas comme un Canadien. Mais donc il est né là-bas, et si je parle de Loinquin, c'est parce que Loinquin a toute une théorie justement pour la psychogénèse de Goffman, en expliquant comment, dans les motivations de Goffman, le fait de sortir d'un milieu pas pauvre, mais en tout cas assez populaire, disons, de ce milieu des juifs canadiens migrés venant d'Urs, enfin, oui, à cette époque-là, et comment il avait envie, ça l'avait poussé à sortir de ça et à s'élever, et nous verrons d'ailleurs comment, d'une façon multiple, avec des talents multiples aussi. Donc, il va ensuite à l'université du Manitoba, c'est-à-dire à côté d'Ottawa, ou à côté de Winnipeg, plus exactement, de Winnipeg, et il fait ses études secondaires là-bas, à Winnipeg, dans un collège. Bon, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance ce que je vous raconte là sur sa carrière, mais tout de même, c'est non. C'est le personnage, quoi. Oui, c'est le personnage tout de même. Donc, il migre là, de Manville, qui était un petit trou, il va donc à Winnipeg, et là, il fait donc des études secondaires brillantes. Mais alors, déjà, on peut dire quelque chose de lui, parce que c'est tout à fait caractéristique, c'est c'était un super doué. Alors ici, il y a des psychologues, mais super doué, on sait ce que c'est, ce sont souvent des caractériels en même temps. Il était ça, il était super doué et caractériel. Mais super doué, ça voulait dire que, même très jeune déjà, il lisait tout, il dormait peu, il lisait beaucoup, il savait beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que les autres, et il faisait facilement sentir en mettant les autres en boîte. Donc, à Winnipeg, c'était un collège en plus qui n'était pas spécialement juif, qui était populaire, mais qui était un collège de gauche. Enfin, la gauche existait déjà à cette époque, c'est-à-dire, disons, on ne disait pas de gauche, on disait progressiste. C'était un collège progressiste, c'est-à-dire assez relativement laïque, ce qui, dans ces pays-là, n'est pas complètement quotidien. Et donc il a fait des études là, secondaires, brillantes, et puis il est entré à l'université, donc il est entré à l'université de Toronto, qui était l'université qui était à côté. Et il est entré pour faire de la chimie.
parce qu'il avait une vocation scientifique et il était tenté, enfin c'est ça qui l'intéressait. D'ailleurs, il était resté assez fort en chimie et dans sa cuisine, il faisait des petites espèces de petits pétards et des boules puantes pour les lancer dans les petits bals populaires qui avaient lieu. Ben, s'il y avait une boule puante qui arrivait, ouais, tiens, ça doit être Erwin qui nous fait une blague. Et les gens, c'était. Parce qu'il aimait déjà, vous soupçonnez déjà, dans la description que je fais, il était provocateur. Il aimait bien faire des blagues, mais des blagues provocantes, quoi, qui provoquaient des réactions à coup sûr. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure, moi-même j'en ai été victime. Des boules puantes, mais d'un autre truc. Et donc, voilà. Alors, une fois qu'il est arrivé à la fin de ses études, eh bien, il est allé à Ottawa. À Ottawa, où il y avait donc l'université, et puis là, ensuite il va à... Non, pardon, je court-circuite un peu. Il est allé à Toronto. C'est là où il s'est inscrit en chimie. Excuse, j'inverse un peu les choses. Et à Toronto, donc, où il s'inscrit en licence, enfin dans le premier degré. Et donc, comme je l'ai dit, c'était pour faire des sciences chimiques. Mais là, il rencontre une jeune et charmante étudiante qui était une étudiante en psychologie. Et il change son fusil d'épaule, si je peux dire, et finalement, il vire dans les sciences humaines et dans la psychologie. Parce que cette étudiante avait d'ailleurs sa mère, la mère d'étudiante, qui était déjà un chercheur assez connu dans la psychologie de l'enfance, et son père avait un poste universitaire, je sais plus lequel. Mais elle-même, alors ils se sont beaucoup fréquentés et ils travaillaient ensemble, enfin, et ça l'a, je crois, introduit dans deux domaines, le domaine des sciences humaines et de la psychologie, alors que lui, il se voyait chimiste plutôt, et puis ça l'a fait entrer aussi dans la classe moyenne du Canada de cette époque, et sortir un peu du milieu très populaire. Alors, un milieu très populaire, en fait, son père était commerçant en drap, enfin plus ou moins tailleur, mais ça marchait pas mal, le commerce paternel marchait bien. Donc, enfin, laissons les ancêtres de côté. Et donc là, il s'inscrit à l'université de Toronto en 1944. Et alors, là, c'est tout de même quelque chose qui a été très important pour lui, parce qu'il a rencontré, d'une part, il avait sa petite amie, mais d'autre part, il rencontre des anthropologues, et des anthropologues dont l'un allait jouer un rôle important dans sa vie, c'était Bird Wissel. Bird Wissel, ça s'écrit Bird comme Bird, et Wissel, je crois que c'est comme siffler là, W-H-I-S-T-E-2-L, Bird Wissel. Et ça, c'était quelqu'un qui terminait, il était jeune, Bird Wissel à cette époque, il terminait son PhD, et c'était quelqu'un qui était remarquable parce qu'il faisait partie, enfin il y avait tout ça se passait donc dans les années 40, quelque chose comme ça, 44, il y avait tout un milieu qui commençait à la fois au Canada et puis alors encore plus à Chicago, dont je vais parler dans un instant, à s'intéresser au comportement humain, au comportement de communication, donc à l'interaction, à la conversation, à la gestuelle. Et Bird Wissel en particulier, vous le trouvez dans les bibliographies, Ray Bird Wissel était quelqu'un déjà enfin il était jeune, très jeune même à cette époque, puisqu'il terminait son PhD, mais qui, lui, avait essayé de fabriquer une espèce d'alphabet pour les gestes, c'est-à-dire quand on veut décrire une conversation, on gesticule, ça vous le savez ici, mais c'est toujours difficile, vous le savez aussi, de le transcrire. Comment transcrire les gestes? C'est facile de transcrire la parole, il y a 30 000 ans, il y a des gens qui ont découvert un système pour ça, mais pour transcrire les gestes, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien lui, il a fait un système, d'ailleurs, qui est très difficile à utiliser, moi j'ai essayé, mais c'est pas très, mais il n'avait pas fait que ça.
Mais ça, je crois que ça avait beaucoup, enfin, il ne faisait pas que ça, il s'intéressait, c'était un anthropologue de la communication, et ça l'avait déjà influencé. Alors, à ce moment-là aussi, c'était dans les années 43, enfin 40, 40, c'était la guerre. Vous vous en souvenez pas parce que vous n'étiez pas né, mais c'était la guerre et le Canada faisait partie des Alliés. Et donc, les gens étaient mobilisés, les jeunes gens, et lui en était justement, ils étaient mobilisés, mais alors curieusement ou astucieusement, les Canadiens ne mettaient sous les armes et en uniforme que les moins doués. On choisissait ceux qui étaient moins doués et allaient au service militaire. Et les autres, ben, ils pouvaient continuer leurs études ou éventuellement s'engager. Alors lui, grâce à ça, il s'est engagé en 1943 à Ottawa au National Film Board, qui était un dispositif, une entreprise qui fabriquait des films de propagande. Alors, pour nous, c'était la guerre, donc on fabriquait des films de propagande qui passaient. Et là, alors il a travaillé là pendant toute une année et il s'est beaucoup intéressé à la fabrication des films, au plan. Et ça, je pense que ça fait partie des éléments formateurs. Parce que après, comme nous allons le voir, il a dans ses théories, justement, il y a des plans. On change de plan, on découpe, etc. C'est l'esprit même de composer les scénarios, de les décomposer. Ça l'avait déjà, je pense, déjà influencé comme modèle. Mais enfin, évidemment, il n'en est pas resté là. Et alors, à ce moment-là, on lui indique en 1945 d'aller à Chicago pour continuer ses études, et donc il est parti à Chicago. Alors à Chicago, évidemment, tout le monde a entendu parler de Chicago. Bon, Ottawa, etc., c'est moins connu au point de vue de l'université, mais Chicago, et surtout à cette époque, c'était extrêmement connu. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons, donc, pas toutes les citer, mais parce que c'était un centre en plein développement, c'était un centre qui était multiracial, multinational, multi tout ce qu'on veut. Il y avait tous les migrants arrivés à Chicago, c'était une grosse ville, bref, c'est resté d'ailleurs quelque chose de très important, Chicago, et donc là, l'université était très connue, et vous savez, vous en avez entendu parler, il y a les fameuses écoles de Chicago. Alors si vous cherchez dans le web, là, dans Google, si vous cherchez école de Chicago, ben vous verrez, vous serez rapide surprise de voir qu'il y en a 36 000. Il y a l'école de Chicago, bien sûr, en sociologie, mais il y a l'école pour la culture des carottes, il y a l'école de Chicago en peinture, il y a l'école de Chicago, enfin, bref, il y a des tas de domaines où il y a une école de Chicago internationale. Mais lui, bien sûr, c'était bien sûr le milieu sociologique, puisque c'était la sociologie qui l'intéressait. Et alors là, parce qu'on dit qu'il y a eu une première école de Chicago, c'était celle des années 1920, etc. Et puis il y a la seconde école de Chicago, justement, qui est là quand il arrive à l'école à Chicago, c'est-à-dire dans les années 40. Et en réalité, moi je suis un peu moins d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y a eu qu'une seule école de Chicago, c'était cette école de sociologie dont on parle, ou d'anthropologie, voire de psychologie, parce que c'était quelque chose de très particulier. Ils étaient passionnés à Chicago, et donc il y a des tas, il faudrait citer des tas de noms, mais ce n'est pas la peine, enfin on peut les retrouver facilement. Ils étaient passionnés par la vie sociale, par la ville. Et ils avaient des phrases tout à fait célèbres disant « la ville est un laboratoire ». La ville, c'est pour étudier l'interaction sociale, c'est la ville fournit. Voilà, c'était vraiment un endroit qui était très très valorisé par ces gens de l'école de Chicago. Alors, je vais vous dire quelques noms. Il y avait Wirth, mais je prononce difficile à prononcer ce mot-là, W-I-R-T-H. Qui est un des fondateurs de l'école de Chicago. Ils sont écrits d'ailleurs dans un petit papier qu'on vous a distribué. Il y avait Blumer, qui était un disciple de Mead. Mead, c'était un des créateurs
de l'école de Chicago au départ, je ne vais pas vous en parler maintenant. Il y avait Hughes, enfin il y avait un certain nombre, et Warner, il y avait un certain nombre de gens dont vous trouvez le nom écrit dans le petit papier, enfin c'est pas un papier dans l'envoi qu'on vous a fait, je crois que tout le monde l'a reçu. Et donc tous ces gens-là, ils s'intéressaient non seulement aux sciences humaines, mais aux interactions. Et c'est très curieux parce que là je vous ai apporté, oui, un petit livre qui a été écrit d'ailleurs par des Lyonnais, oui, par Graf Meyer et Isaac Joseph. Isaac Joseph malheureusement est décédé il y a déjà un certain nombre d'années. Graf Meyer, je crois qu'il y est encore, puisqu'il a été même doyen de la faculté de sociologie récemment, enfin il n'y a pas très longtemps. Et ils avaient écrit ça, l'école de Chicago, sous-titré « Naissance de l'écologie urbaine ». Et c'est très amusant quand... amusant, pas tellement rigolé en lisant ça, mais c'est tout de même très intéressant de voir que tout est axé sur ce qu'ils appellent justement l'écologie urbaine. Ils font de l'écologie humaine. En réalité, moi, je serais tenté de dire, c'est de l'éco-éthologie. Parce que ce qui les intéresse, ce qu'ils appellent écologie, ce sont les comportements des individus, justement, en fait, urbaine, ça veut dire à Chicago, puisque la plupart des études qu'ils font sont dans leur laboratoire, c'est-à-dire la ville de Chicago à cette époque-là. Et ben, je vais faire circuler le livre, vous verrez, et c'est tout de même tout à fait significatif. Par exemple, l'approche écologique, ça c'est au hasard, hein, je veux dire, l'approche écologique dans l'étude de la communauté humaine. Le voisinage, les relations de voisinage, une étude de la vie locale à Columbus, Ohio, etc. Enfin, vous verrez, c'est tout à fait significatif. Alors c'est tout à fait important aussi, parce que Goffman, eh bien, c'est un original, bien sûr, de caractère et de carrière, et tout à fait connu, plus connu que la plupart des auteurs que vous trouvez dans ce livre. Mais néanmoins, je pense qu'il a été très influencé par ça, entre sa petite amie qui faisait de la psychologie, entre tous ces gens, et ce milieu où tous ces enseignants qui étaient jeunes et très excités à ce moment-là par ce qu'ils faisaient, par ce qu'ils voyaient, par ce qu'ils enseignaient, et ben c'était justement les rapports entre les gens. Bon, forcément que lui là-dedans, avec sa grosse tête, parce qu'il avait tout de même une grosse tête, et bien pleine en tout cas, et sa super intelligence, eh ben, il en faisait son profit. Parce qu'il faut dire qu'il lisait énormément, c'est surprenant. Vous savez, les Américains, souvent on dit, oh, les Américains, oui d'accord, ils croient qu'ils ont tout inventé parce que les Européens, surtout les ancêtres européens, ils ne connaissent pas. Mais lui, c'est pas vrai du tout. Lui, il connaissait déjà, tout jeune, il avait déjà lu Freud entièrement dans la Standard Edition, c'est-à-dire la Standard Edition, elle est sur un de mes rayons chez moi, si vous venez vous la verrez, il y a une dizaine de bouquins, des écrits de Freud. Bon, pour lire ça, il faut le faire. Et lui, il l'a fait, le faisait. Mais il ne lisait pas Freud. Il avait lu Freud, il lisait Lévi-Strauss, il lisait Simone de Beauvoir, il lisait Merleau-Ponty, mais c'est juste, hein, tu rigoles là, mais c'est vrai, quand on voit les références de ces articles, Simone de Beauvoir, mais beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'il lisait tout un tas d'auteurs, il avait lu tout un tas d'auteurs, évidemment de langue anglaise, mais aussi français, mais aussi allemand, mais etc. C'est-à-dire, c'était... alors on se demande, donc ça veut dire, chose suivante, c'est qu'il lisait vite, il lisait bien, et il lisait beaucoup. C'était vraiment quelqu'un d'extrêmement instruit, très jeune déjà, il était tout à fait instruit. Et en 1949, alors après, il continue bien sûr ses études, après avoir fait un petit stage là au centre du film, comme je vous l'ai dit. Il était retourné, puis il avait passé sa maîtrise en anglaise, et alors là aussi, chose curieuse, il a passé sa maîtrise sur le TAT. Alors le TAT, c'est le Thematic Perception Test de Murray. Alors ceux qui sont psychologues ici, j'en ai au moins vu une, c'est ce que c'est que le TAT, ce Thematic Perception Test. C'est un test que les psychologues appellent projectif,
et où il y a une dizaine de photos, enfin de photos de dessins, enfin de scènes, qui sont différentes les unes des autres, mais on voit des gens qui causent entre eux. Bon, il y a des scènes avec deux dames qui parlent, un autre avec un enfant, enfin bref. Et alors on demande aux gens, au sujet qui est testé, tour à tour, de raconter une histoire sur chacune des images. Et puis à partir de là, on en déduit des tas de choses sur ces complexes profonds qui lui mériteront sans doute une psychanalyse de 4 ou 5 ans. Et donc lui, pourquoi il fait son mémoire de maîtrise là-dessus? Eh bien, c'est pas du tout pour voir justement tester les gens, non, c'est pour s'en servir d'un instrument d'étude sociologique pour voir, parce qu'il a fait passer ça uniquement à un petit groupe de dames de la classe moyenne de cette région, là, de Chicago, pour voir comment l'histoire qu'elle racontait. Comment elle se débrouillait, quels étaient les problèmes justement psychologiques entre guillemets qu'elle pouvait avoir en commun, et donc il a soutenu son mémoire de maîtrise là-dessus. Vous voyez un peu tout de même ces choses qu'on ne peut pas imaginer comme ça. Alors d'ailleurs à ce moment-là, il a changé de petit ami. À la suite de ça, il a une nouvelle compagne avec laquelle il s'est marié, tout simplement, qui était alors, elle, de la assez grande bourgeoisie du coin, mais qui avait tout de même un défaut assez remarquable, hélas, c'est qu'elle faisait en fait une psychose maniaco-dépressive, et elle s'est suicidée un certain nombre d'années après. Alors, ceci étant dit, c'est tout de même pas complètement inintéressant ce détail, parce que à ce moment-là, il va faire sa thèse, son PhD, et il s'en va à Édimbourg, où d'ailleurs il y avait une place de répétiteur là-bas, et on l'embauche d'ailleurs comme psychologue social, pour faire un peu des cours en psychologie sociale. Ce qu'il était tout à fait capable de faire, étant donné cette culture et cette vocation. Mais assez rapidement, à Édimbourg, ils avaient aussi une annonce pour y chercher quelqu'un pour faire une étude sur les paysans, les gens des petites îles écossaises. Et alors il saute là-dessus pour faire son terrain de PhD, et il s'en va passer un an dans une petite île, mais vraiment un trou, quoi, hein, et où il y avait un nombre très limité de personnes, enfin, uniquement ceux qui travaillaient là, plus un couple de médecins qui venaient d'arriver, avec lequel il mangeait chaque jour à l'hôtel quand il est arrivé lui aussi. Et là, donc il vit, mais il vit alors en faisant déjà ce que certains ont appelé à cette époque-là l'observation participante, qui devenait un peu à la mode en psychologie. C'est resté à la mode d'ailleurs aujourd'hui. Mais cette observation participante, il la faisait pas exactement comme on l'a défini aujourd'hui, parce que l'observation participante, aujourd'hui, c'est vous allez quelque part, et puis vous vous embauchez dans l'entreprise ou dans le truc, enfin vous faites vraiment une participation active, et c'est en faisant comme ce que vous étudiez que vous faites votre étude. Lui, c'était plutôt une observation, mais pas tellement participant, sauf qu'il racontait quelques bobards pour justifier sa place, en disant qu'il était là pour, je sais plus quoi, pour faire le compte des pruniers qu'il y avait dans le coin, ou enfin des trucs un peu aberrants. Mais comme il était extrêmement doué, il avait des relations avec tout le monde. C'était facile parce que tout le monde, c'était pas la foule dans cette petite île. Il avait des relations avec les gens de l'hôtel du coin. Même à un moment donné, il a servi de plongeur en faisant la vaisselle avec eux. Enfin bon, il connaissait tout le monde, depuis le médecin qui venait d'arriver jusqu'au plongeur, etc. Enfin, et alors c'est là-dessus qu'il a recueilli le matériel pour faire sa thèse. Donc vous voyez, il n'était pas tellement loin des choses que vous faites vous-même, là, actuellement. Seulement vous faites ça en recueillant vos données, pas sur l'ordinateur, enfin ça dépend. Mais ce n'était pas comme ça, c'était directement par une enquête de terrain.
Mais tout de même, il a traité tout ça déjà, bien sûr. Alors il a traité comment? En étudiant l'interaction entre les gens, leur position, comment ils se conduisaient, qu'est-ce qu'ils racontaient, etc. etc. Et puis, en revenant de là-bas, donc pour rédiger sa thèse, il est parti à Paris. Il est allé à Paris pendant quelques mois, à peu près 1 an. Et alors, entre-temps, il a eu une nouvelle copine. Parce que peut-être que l'ancienne commençait à supporter son caractère. Et donc, il avait une nouvelle copine qui, elle, alors était carrément de l'aristocratie, avec du pognon, mais qui faisait aussi une maîtrise de quelque chose, enfin, je crois de sociologie d'ailleurs, et qui, donc, à Paris était allée, elle faisait sa maîtrise et lui rédigeait son PhD. Et puis voilà, et puis alors il est allé, ils sont retournés au bout d'1 an, donc, d'Europe. Ils sont retournés à Chicago où il a soutenu sa thèse. Bon, alors bon, ça s'est passé, je ne vais pas vous raconter sa thèse. Enfin, si, sa thèse, elle était forcément sur la vie et l'étude des interactions de la société d'une petite île d'Écosse. Je peux vous donner le titre exact, on le retrouvera facilement, si ça vous intéresse. Et alors là, à retourner à Chicago, eh bien, il a été envoyé, enfin, il a eu un truc à côté de Washington, et il a eu cette idée, puisque il venait déjà de passer dans un petit isolat dans cette île un peu perdue, et bien d'aller dans un autre endroit, mais cette fois-ci un peu concentrationnaire, où il y avait des murs là, c'est-à-dire dans un asile psychiatrique. Il est allé dans un asile psychiatrique, l'asile Sainte-Élisabeth, et il s'est fait enfermer dans cet hôpital psychiatrique pendant une demi-année à peu près, en vivant, mais alors il avait un petit contrat avec la société, enfin comment ça s'appelle, l'organisme de santé mentale du coin, et donc il avait une petite mission, quoi. Enfin il était un peu payé pour ça, et aussi il avait une habilitation en somme pour entrer dans un hôpital psychiatrique sans être manifestement fou. Et donc alors il faisait, comme justement il ne pouvait pas se faire passer pour malade, il ne voulait pas non plus être un imposteur et se faire passer pour un soignant. Donc c'est difficile si vous voulez être tous les jours dans un hôpital psychiatrique sans être ni malade ni soignant. Alors il racontait qu'il était là pour... il racontait des bobards, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était très fort pour raconter n'importe quoi. Donc ça a passé, il a passé comme ça, il a pu observer tout ce qui se passait dans cet hôpital. Je dirais, mais ça c'est un peu délicat et difficile à dire, que pendant ce temps, sa pauvre épouse donc faisait des crises maniaco-dépressives, et c'était évidemment, je pense, pas complètement innocent d'aller dans un hôpital psychiatrique pendant que chez soi on a quelqu'un qui j'allais dire, non pas qui fait le fou, mais qui est fou, quoi. Alors il le savait, ça a dû être une période très difficile même pour lui, c'est un point de vue psychologique. Mais enfin bon, à la suite de ça, il a publié un bouquin qui s'appelle Asylum, et qui est devenu extrêmement célèbre, et qui l'a rendu d'ailleurs lui-même assez célèbre. Pour quelle raison? Parce que ça se passait donc dans les années 1950, quelque chose comme ça, c'est-à-dire au moment de l'antipsychiatrie, du mouvement antipsychiatrique. Et ça a été lui, on lui a attribué l'invention et la description de l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire de tous les lieux clos où les gens sont obligés d'habiter, de résider, alors que ce soit donc les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les camps de concentration, etc. Enfin, tous les univers où les gens y sont en vase clos, mais par obligation et pas par choix. Et alors il écrit ça donc dans Asile, et c'est devenu, je vous dis, un des classiques. Peut-être que vous l'avez peut-être lu déjà, ou vous en avez entendu parler, non, ça n'a pas l'air de vous exciter beaucoup, Asile. Mais en tout cas, c'est pourtant quelque chose. Alors, parce que après,
Il a publié un second bouquin sur la même chose, quelques temps après. Bon, ça on le retrouvera peut-être tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en tout cas, c'était donc un des points importants de son... Alors après ça, il est sorti, et il a eu, à ce moment-là, il a regagné, donc après toutes ces... avec tout de même, c'était connu maintenant, il était connu, il a pu avoir un poste universitaire, des postes universitaires. L'université l'ont demandé de venir, puisqu'il était qualifié en somme en sociologie, bien sûr, manifestement en psychologie sociale, et il avait déjà tout de même publié aussi. Il était connu parce qu'il publiait, moi je vous ai cité uniquement des livres, mais il publiait dans les revues. Étant donné, comme je vous ai dit, qu'il lisait beaucoup, mais il écrivait beaucoup aussi. C'est formidable. De toute façon, c'est vrai qu'il est... Alors j'allais dire, il en est beaucoup. Non, il rentrait chez lui toujours... C'était pas un fêtard le soir, par exemple. Il rentrait chez lui. Tous ses copains, etc., faisaient un peu on sortait, etc. Mais lui, non, lui, le soir, il rentrait chez lui et passait la nuit chez lui. Mais en fait, il passait la nuit chez lui, sûrement en lisant et en écrivant. Bon, c'était, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un surdoué au point de vue intellectuel. Alors, là-dessus, il commençait à être repéré aussi à cause de ses écrits, à cause des études qu'il avait faites, des gens qu'il avait fréquentés avec l'école de Chicago, etc., ou même à l'école de Toronto aussi. Et on lui a proposé, il a été appelé à Berkeley. Alors Berkeley, vous connaissez Berkeley, c'est une grande université, mais que Lyon est jumelée avec Berkeley. Et d'ailleurs, quand vous allez à Berkeley, si vous achetez, je souhaite y aller bientôt à tous, vous verrez le nombre de gens célèbres qui sont passés là-bas, c'est extraordinaire. Tous les grands enseignants et auteurs américains sont passés à Berkeley. C'est fou ce qu'il y a. Hein. Je ne vais pas tous vous les citer, je ne vais pas vous en citer même, mais en tout cas, bon, il est appelé à Berkeley. Et à Berkeley, donc, il est assez rapidement nommé professeur, ce qui est quand même bien aussi, et même très rapidement. Voilà, et là, donc, il passe quelques années. Alors, bon, je pense que je suis en train de sauter pas mal de passages importants. Ben, les passages importants, c'est que toutes ces années-là sont marquées par des publications. Par exemple, il y avait Asylum, après, oui, ça je vous ai dit, Asile, il y a eu Stigma, alors un peu plus tard, en 63. Stigma, c'est encore sur ces problèmes. Alors Stigma, ce sont les problèmes qui caractérisent certaines populations, dont on ne peut pas se débarrasser, quoi. Bon, je ne vais pas développer ça. Alors, il y avait aussi en 63 le Behavior in Public Places. Alors, bon, c'est les organisations de la rencontre. Après, en 74, ben, là, je suis en train de... Peut-être que ça marche, oui, derrière. Ah bon? Ah oui, ben alors, c'est très bien. Et vous avez donc la liste là derrière, en effet, des livres qu'il a écrits, enfin des livres, des ouvrages principaux, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas marqués là-dessus. Mais vous pouvez voir, donc, ça aboutit en fait, tous ces livres ont abouti finalement à un livre qui est tout à fait important, c'est Frame Analysis, qui a été paru en 1974, c'est-à-dire après sa mort en réalité, que voici, c'est un très gros livre qui est écrit dans un anglais assez difficile, et je me suis aperçu seulement il y a une semaine que j'étais complètement stupide parce qu'il avait été traduit en français, alors que je me suis cassé la tête en anglais, et qui s'appelle en français Les cadres de l'expérience. Ça, c'est son dernier livre, c'est un de ses livres majeurs, lui en tout cas le considérait ainsi, et c'est vrai que c'est extrêmement important. Je vous conseille de le lire en français, c'est sûr. Donc,
voilà. Après, ah ben, vous avez donc tout ça, je ne vais pas le répéter puisque c'est affiché. Et on voit bien que tout ça, ça tourne autour finalement de l'interaction, des caractères de l'interaction. Alors, je vous disais, encore 5 minutes. Oui, tu peux présenter peut-être les bouquins, c'est bon. Oui, Oui. donc il travaillait sur l'interaction. Alors sa méthode, on parle souvent de quelle méthode il avait. Ben, sa méthode, c'était une méthode parfaitement éthologique. C'est pour ça que je dis que c'était un éthologue, plus qu'écologique. Éthologique parce que c'était une méthode naturaliste. L'écologie aussi, c'est naturaliste. Les études écologiques sont naturalistes aussi. Mais lui, c'était une méthode d'observation naturaliste, c'est-à-dire on observe et on décrit. Et très rapidement, il décrivait justement la multimodalité de l'interaction. En français, c'est une découverte là de quelques années, on est la multimodalité, etc. Enfin, avec l'apparition de la linguistique pragmatique, etc. Et c'est d'apparition tout de même relativement récente. Mais lui, déjà, il décrivait ça, donc il y a longtemps, il y a des dizaines d'années qu'il décrivait ça. Et alors, donc, il observait très très finement. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé est-ce qu'il y en a qui ont lu Goffman. Il y en a quelques-uns qui ont levé la main, et ça s'est arrêté au maximum à 2 volumes. Mais si vous lisez la plupart, vous verrez que c'est toujours plein d'observations de ce qui se passe dans l'interaction, dans les différentes situations d'interaction, dans les différents cadres de l'interaction, etc. C'est tous les problèmes de l'interaction, mais quand on dit l'interaction, ce sont les interactions, ce qu'il appelait les interactions, ce sont les interactions duel ou un peu plus parfois, de face à face présentiel et de face à face, ce qui permet aujourd'hui à ce groupe d'exister, puisque face à face devient distanciel, donc c'est nouveau et Goffman n'a pas étudié ça. Donc chouette, c'est bien pour vous. Mais lui, c'était donc dans le face-à-face, et il étudiait, c'est fou, il a étudié minutieusement un peu tous les cas possibles des réactions et des actions de face-à-face, et du cadrage et des modifications, etc. Alors c'est là d'ailleurs où, je dirais, c'est l'éthologique, là je dirais compréhensible, parce que si on étudie les animaux, les autres animaux que l'espèce humaine, eh bien, on décrit les interactions, on décrit les mouvements, on décrit tout un tas de choses, on essaie de cerner aussi quels sont les canaux utilisés, c'est-à-dire, par exemple, chez le chien, bien sûr, le chien, il y voit clair, le chien, il vous écoute, il entend même les ultrasons, mais lui, il a aussi un flair, un odorat que vous n'avez pas, même si vous vous sentez bien, néanmoins, lui, il se sent beaucoup mieux. Donc, chaque animal a son, que les Allemands avaient appelé l'Umwelt, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, l'Umwelt, c'est-à-dire l'entourage de chaque animal, chaque espèce en tout cas, a son Umwelt. C'est-à-dire, ici, nous avons le même Umwelt, avec quelques petites variations selon nous. Il y en a qui sont un peu sourds, d'autres qui sont, j'en connais un, il y en a d'autres qui sont un peu aveugles, enfin bon, chacun a son truc, et mais tout de même, en gros, nous utilisons les mêmes sources d'informations. Mais s'il y avait un chien, s'il y avait un chat, ou s'il y avait, je ne sais pas, un autre animal encore que vous pouvez imaginer, un éléphant c'est difficile, mais enfin, eh bien, ils auraient pourtant le même cadre, si vous voulez, matériel, mais ils ne le percevraient pas comme vous. C'est-à-dire qu'ils le percevraient avec d'autres éléments, d'autres indices, d'autres choses que vous ne voyez pas, vous ne sentez pas. Peut-être que, par ailleurs, nous sentons certaines choses que l'éléphant ne serait incapable de percevoir, ou le chien, quoi. Le chien, il perçoit plus qu'on pourrait percevoir, et un peu plus. Mais donc, bien sûr que tout ça, il en tient compte, et lui, il a étudié uniquement l'espèce humaine, mais bien sûr que le langage parlé n'est qu'une petite partie de ce qui est à étudier, si on veut rendre compte d'une interaction. Alors bon, ce que je vous dis là, ça vous paraît être une banalité aujourd'hui.
tout à fait une banalité, quoi. Mais ça n'a pas toujours été. Il faut bien voir que, et même encore dans certains endroits, l'interaction, c'est surtout l'interaction verbale, c'est-à-dire qu'on transcrit, et puis voilà. Mais bien sûr que lui, d'emblée, en tout cas, il a écrit pas mal de choses là-dessus, disant, attention, dans l'interaction, c'est pas seulement de la verbalité. Je crois que je vous ai mis une citation ou deux là-dedans, mais on peut en trouver beaucoup. Je ne suis peut-être pas capable de le retrouver comme ça si vite, mais on peut essayer. Bon, vous l'ouvrez, sans doute tout seul. Tu disais compréhensif, pourquoi pour compréhensif alors? Eh bien, compréhensif, alors oui, ça mérite un petit... Ben, parce que, en fait, on est obligé, pour interpréter ce qu'il fait, voilà, ce qu'il dit. Je m'occupe de l'expérience individuelle de la vie sociale. Et quand il décrit les interactions, eh bien, il dit, alors ça c'était hérité d'un peu d'Hervermet et de l'interactionnisme symbolique, c'est que il décrit, j'essaie de trouver ça, je ne sais pas si je peux trouver parce que voilà, par exemple, quand il dit « Au cours d'une même rencontre, plusieurs cadres peuvent être successivement utilisés. Ironie, dissimulation, offre de service, affirmation de pouvoir, appel à la compassion. » Mais ça ne peut pas... si tu vois un animal qui a des difficultés, tu ne peux pas décrire ce qu'il ressent, parce que ça, c'est déjà une interprétation du vécu des gens. Vécu plus ou moins conscient, mais vécu en tout cas. C'est-à-dire que, dans mes termes, il y a là une projection empathique qui est mise en jeu. C'est-à-dire que si on est capable d'interpréter l'ironie, etc., c'est parce qu'on sait soi-même ce que ça veut dire, ce que c'est que ressentir ou être ironique ou être compatissant ou offrir le service, etc. Je ne sais pas si... Donc c'est dans ce sens que tu dis que c'est compréhensif? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est compréhensif parce que c'est la perception et l'interprétation de quelque chose qui ne se voit pas comme ça, qui peut se déduire, qui se déduit de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend, mais qui n'est pas une évidence, c'est une interprétation d'un sentiment. Moi, c'est ce que j'appelle le postulat empathique, c'est-à-dire que si on étudie l'espèce humaine, inévitablement, il y a ce que j'appelle le postulat empathique, c'est-à-dire le fait qu'on pense qu'autrui a un vécu, d'abord, et que c'est un vécu que l'on peut avoir soi-même, qu'on peut comprendre, qui n'est pas... Par exemple, si on voit un chien, déjà on est tenté d'avoir une projection empathique, il est en colère, mais tout de même c'est difficile. Mais si tu observes d'autres animaux qui sont un peu plus étrangers, tu vois bien leur comportement, tu peux le décrire, tu peux dire c'est un comportement alimentaire, c'est un comportement constructif, etc. Tu peux dire la finalité du comportement, mais tu ne peux pas, même si tu as de l'imagination, faire des hypothèses sur la façon dont il ressent et quelles sont ses motivations, comment il vit ses motivations. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'empathie intraspécifique. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais je dis ça encore pour autre chose. C'est que à l'origine de tout ce mouvement interactionniste, c'est-à-dire alors si on remonte un peu à l'origine, je veux dire dans les années 1920, il y avait l'influence de l'école allemande, et en particulier de quelqu'un qui s'appelait Simmel, S-I-2-M-E-L, dont certains d'entre vous ont entendu parler peut-être, ou de Schutz, et je pourrais en citer d'autres, qui en fait était, Simmel un anthropologue, Schutz un philosophe, mais phénoménologue, c'est-à-dire il y avait toute cette dimension allemande, et Freud appartenait à ça aussi d'ailleurs, de langue allemande,
du début du siècle dernier, ou la fin de l'autre siècle, même comme Husserl et ses disciples, c'est-à-dire la phénoménologie. Mais la phénoménologie, l'autre jour on avait invité un phénoménologue ici, comment il s'appelle Vial. Oui, Vial. La phénoménologie, ça a une grande importance historique, et puis même quand on étudie l'interaction, c'est très important aussi. Mais la phénoménologie, on peut la faire, nous on peut faire de la phénoménologie avec l'espèce humaine, mais c'est très difficile de faire de la phénoménologie du chien, de l'éléphant, de la tortue, du papillon ou du ver de terre. Bon, c'est pas seulement difficile, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que cette... alors Simmel, oui, si je parle de Simmel, c'est que Simmel faisait justement de la sociologie compréhensive. Et donc le terme n'est pas de moi, mais il y a déjà des racines, il y a déjà des gens qui ont déjà dit ça. Mais il est important de le dire tout de même, parce que pour faire des théologies humaines, il y a deux façons. Une première, c'est d'essayer de prendre des modèles animaux et de l'appliquer pour expliquer des comportements humains, ou bien de prendre des comportements humains et de les expliquer directement. Et pour expliquer directement, il faut à ce moment-là faire justement de la compréhension et de l'interprétation. Et là, ça comporte toujours une petite marge de difficulté dans les projections, c'est-à-dire chaque fois qu'on interprète autrui, et bien, c'est bien sûr que ça peut même être de la paranoïa, c'est-à-dire qu'on peut se tromper, on peut interpréter comme ça arrange, hein, c'est un des gros problèmes. Mais cependant, c'est la source de nos interactions. On fait toujours des hypothèses sur ce qui se passe chez autrui. Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il me comprend? Qu'est-ce qu'il en pense? C'est les quatre questions de l'interaction. Voilà. Mais pour répondre à ces questions-là, il faut que ce soit ce que j'appelle l'éthologie compréhensible. Voilà. Et donc, bon, je ne sais plus où j'en étais, mais je crois que j'arrive un peu à la fin maintenant. Donc, il est mort donc en 1982. Il était venu à Lyon d'ailleurs au mois de juillet. On l'avait invité à un colloque, et puis il est mort la même année, quelques mois après. Ça a un lien. Ça n'a pas de lien, ça n'a qu'un lien que temporel. Et c'est la dernière fois où donc, on l'a vu. Voilà. Mais on ne se doutait pas de ça, parce que quand il était venu, il était en bonne forme. D'ailleurs, il y a un bouquin qui en est sorti de cette rencontre. Je crois que c'est Le sens de l'ordinaire. Mais il n'avait pas préparé pour Lyon, il n'avait pas préparé d'allocution, il n'y a rien du tout, donc il était venu. Alors moi je l'ai connu, donc je vous ai dit plusieurs fois, parce qu'on avait invité à Lyon, grâce au sociologue qui était très interactionniste à cette époque-là, qui avait introduit l'interaction, moi j'y avais participé aussi un peu. Donc on avait invité Goffman, ça faisait partie de nos amis, il était connu, on était connus. On avait à Cerisy aussi avec Wenka, on avait organisé des choses autour de Goffman. Donc c'était quelque chose, il faisait partie de notre univers, quoi. Et donc moi j'avais eu l'occasion d'avoir des relations avec lui amicales, c'est beaucoup dire, parce que je ne sais pas si on pouvait vraiment être amis facilement avec Goffman, étant donné son caractère. Je vais vous raconter une petite anecdote pour terminer. Peut-être que j'ai déjà raconté à certains, mais je me souviens, c'était en Italie, il faisait beau, il sentait bon le sable chaud. Bon, on déjeunait en plein air, une petite table, vous savez, en Italie c'est bien, on nous servait. Bon, alors le serveur arrive, il verse le carafon, là c'était du bon vin italien, un vin rouge, et, voilà, bon, ça y est, il bouchonnait. Alors bon, ça peut arriver, pas seulement en Italie. Le serveur va et ramène un autre carafon. Ah. Bon, oui, moi je trouvais pas qu'il était bouchonné. Bon, troisième carafon, j'ai dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Bouchonné. Alors,
en fait, c'était tout à fait Goffman, ça, c'est-à-dire provocateur. Alors, je n'ai pas su si ce qu'il voulait voir, c'était la réaction du serveur ou la mienne, probablement les deux, dans cette situation critique et gênante. Mais c'était complètement significatif de ses comportements, parce que c'était ce que, dans un des livres là, qui lui est consacré, oui, c'est Burns, je crois, qui dit, c'était un bad boy. C'était un vilain garçon, parce qu'avec lui, on était sûr qu'il allait y avoir, où qu'on allait, des histoires. Parce qu'il essayait justement de provoquer quelque chose dans le cadre, ce qu'il appelle le cadre de la situation, de l'interaction, pour voir ce qui se passait. Et bien sûr, alors ça ne manquait pas, il se passait des choses. Et lui s'en réjouissait. Avec lui, c'était pas toujours facile de faire face. Et puis, d'ailleurs, dans les congrès, il était aussi assez désagréable, il faut dire, parce qu'il n'hésitait pas à rentrer dans le chou de celui qui venait de parler, en faisant des remarques qui n'étaient pas toujours agréables du tout, surtout quand c'était Goffman, il commençait à être bien connu. Et si on se faisait contrer par lui, on était un peu gêné, quoi. Enfin voilà, mais à part ça, c'était un bonhomme extrêmement savant, extrêmement charmant, qui ne disait pas de manière. Voilà, je vous ai dit à peu près Goffman. Alors, pour en revenir tout de même au motif qui fait que je vous parle de lui, c'est qu'il a fait toute une panoplie, tout un instrument, tout un outillage que vous connaissez. D'ailleurs, dans mon texte, là, je reprends un peu certains des termes, pour décrire l'interaction. Il y a des notions de cadre. Alors, notion de cadre, ça c'est quand il était à Berkeley, parce que à Berkeley, vous connaissez Berkeley, enfin au moins géographiquement, c'est à côté de San Francisco, c'est donc sur la côte ouest là-bas, et il y a un petit village dans la banlieue qui s'appelle Palo Alto. Et vous connaissez peut-être Palo Alto, et à Palo Alto, c'était là où il y avait l'hôpital psychiatrique des vétérans, c'est-à-dire des gens après la guerre, et il y avait quelqu'un là, qui est devenu très connu, c'était Gregory Bateson, qui était là dans cet hôpital pour faire des études justement anthropologiques, et qui était déjà devenu célèbre. Il était un peu plus âgé que Goffman et que moi. Et donc, avec la proximité de Bateson, qui était connu déjà, Goffman, ça l'avait renforcé dans l'attitude éthologique. Parce que Bateson était le fils d'un professeur de biologie d'Oxford, et lui-même, à la fin de ses études, et après son PhD, avait dit, ben moi je ne veux pas me mettre à étudier les animaux, comme mon père, comme les collègues de mon père, moi je veux étudier l'espèce humaine, et il était parti en anthropologie, à étudier Trop brillant. Hein? Trop brillant. Aux îles Trop brillant. Oui, aux îles Trop brillant, c'est ça. Et où il avait rencontré Margaret Mead, etc., puisqu'il s'était marié après. Mais donc, lui, c'était un éthologue, et il continuait à faire de l'éthologie, parce qu'au fond, c'était sa passion, et de l'éthologie humaine, entre autres, mais pas seulement. Il faisait l'éthologie des loutres de mer, l'éthologie des dauphins. Quand il a pris sa retraite, il était parti étudier les dauphins en Namibie. Et donc, Goffman, bien sûr, est allé le fréquenter, c'était à côté, et il avait emprunté à Grégory la notion de cadre, de frame. Parce que, justement, chez les animaux, ça compte. Les animaux aussi, selon l'attitude, les positions de l'animal, quand il rencontre un autre animal de son espèce, ben, ce qui va se dérouler, c'est fonction un peu des signaux qu'ils échangent quand ils se rencontrent, et quand c'est d'autres espèces, alors c'est pareil. Et donc, il avait emprunté ça, et donc Frame analysait c'est le développement dont l'idée primitive est piquée chez Bateson. Voilà. Ceci dit, ses rapports avec Margaret Mead n'avaient pas été excellents, parce qu'il avait fait une petite conférence sur son univers, pas concentrationnaire, mais son univers, je ne sais plus quelle était son expression, concentré, disons, clos, et il avait parlé des optés psychiatriques,
et d'une façon qui était tellement critique que Margaret n'avait pas trouvé ça tellement acceptable. Et ils avaient pas mal discuté là-dessus, mais je crois qu'il n'avait pas de bon rapport avec elle. Mais enfin, comme je vous l'ai dit, Goffman était assez caractériel et c'était pas tellement facile d'avoir de très bons rapports avec lui. Bien qu'il ait été tout de même très estimé, très envié et qu'il a eu beaucoup de succès, puisque ses premiers livres, même avant qu'ils soient complètement célèbres comme ça, déjà se vendaient considérablement. Et je pense que pour la raison suivante, c'est qu'à cause de l'éthologie compréhensive, c'est-à-dire que les gens se reconnaissaient dans ce qu'il écrivait. Quand il décrit les cas pas des cas de l'expérience, qui est déjà un peu spécialisé, mais la mise en scène de la vie quotidienne, par exemple, les 2 volumes, ça on peut les faire circuler pour ceux qui n'ont pas vu, mais enfin, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Eh bien, les gens se reconnaissent, ils disent « Ah ben oui, c'est vrai que c'est comme ça ». Alors, il y a la présentation de soi dans la vie quotidienne, ouais, c'est ça. Le parler frais d'Erving Goffman. Alors ça, le parler frais d'Erving Goffman, c'est Cerisy, ça. C'est Cerisy, voilà, oui. C'est un truc dans Cerisy, le sens ordinaire, c'est de Lyon. Parce qu'il y a les œuvres de Goffman et il y a ce qui a été écrit sur Goffman aussi. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui. Et en particulier, notre ami Yves Ouinquin a écrit ce bouquin, mais voyez un peu comment je me suis servi, qui est très intéressant, et parce que Yves est tout à fait génial tout de même aussi. Il faut absolument que vous le fassiez venir dans le séminaire pour qu'il vous parle de Goffman. Yves a un talent formidable, d'une part d'écrivain, enfin, sur les phénomènes sociaux, mais en même temps pour présenter et pour parler des autres. Il ne parle pas que de lui, c'est un conteur formidable. Et alors ce livre-là, Les moments et les hommes, c'est un des textes recueillis et présentés par Ouinquin, des textes de Goffman. Mais en fait, ce sont des textes, c'est les comptes rendus de discussions qu'il a eu avec Goffman. C'est pas du... Mais c'est formidable, il faut le lire. Enfin, voilà. Alors, il y a un petit bouquin aussi que j'ai passé qui s'appelle... qui a été écrit par Isaac Joseph, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un sociologue lyonnais qui a disparu il y a quelques années, et qui avait écrit un petit bouquin. Parce que oui, alors il y a aussi un gros débat autour de Goffman, c'est le débat entre la microsociologie et la macrosociologie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, microsociologie, macrosociologie? La macrosociologie, c'est la sociologie classique, celle justement qu'on faisait avant l'école de Chicago et qu'on continue à faire, celle de Durkheim et compagnie. C'est une macrosociologie, c'est l'étude des phénomènes sociaux qui utilise volontiers les statistiques, etc. Alors, Goffman, il n'aime pas ça du tout, les statistiques. Pour lui, un texte scientifique, ce n'est pas un texte où il y a des statistiques. Parce que lui, c'est de la microsociologie, justement. Il étudie une situation, 2 personnes ensemble qui discutent, il y a des gens qui font du bruit autour, ça fait partie aussi de la microsociologie, mais il n'y a pas de statistiques à faire. Donc il faut bien observer les détails, il faut observer la multimodalité. Je n'utilisais pas ce terme, mais c'est ce qu'il faisait. Et donc, alors il y a eu de gros débats autour de ça. La microsociologie, ça n'a pas été admis par tout le monde, et en particulier on disait, oui, mais ce que fait Goffman, c'est un peu des romans, et c'est pas de la vraie science. Voilà. Donc Joseph, Isaac, a remis les choses en place en faisant un petit bouquin là-dessus. Enfin, Up to Date, je vais... Alors là, c'est un livre en anglais sur Goffman, qui est bien fait aussi, sérieux, où il y a pas mal de choses intéressantes à voir et à lire. Mais là, Up to Date, et c'est un livre qui est arrivé il y a 48 heures, et donc formidable, mais qui n'a pas été écrit cependant dans les 48 heures, mais qui est paru l'année dernière, ou il y a 2 ans, donc qui est tout à fait récent tout de même, et il y a très peu de Français qui ont dû l'avoir en main. C'est Erving Goffman, A Critical Introduction to Media and Communication Theory.
Ça a été écrit par Edwinka encore, qui est vraiment un des grands spécialistes de Goffman, et par Wendy Leeds Hurwitz, que certains ont peut-être rencontré parce qu'elle a fait un stage à l'ENS. Elle était invitée l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. C'est une Américaine qui a écrit elle-même un livre que j'ai, je pourrais vous le prêter si vous voulez, Everyday Life Communication ou quelque chose comme ça. Non, je crois que... Je pense que... Alors oui, tout de même, et pour en terminer, c'est ça. Il a donc fait tout un modèle avec toute une panoplie de concepts, dont certains sont mis d'ailleurs dans le petit texte que je vous ai donné, mais enfin on pourrait le relever dans les bouquins. Alors il faudrait savoir cette interaction maintenant, comment... Alors on n'est pas les premiers à poser cette question aujourd'hui, mais comment ça se passe avec maintenant les écrans, les interactions dans la journée. Beaucoup de gens ont plus d'interaction par écran que d'interaction en vis-à-vis, réel. Enfin réel, c'est pas le bon mot, parce que c'est réel aussi par écran, mais à distance, au différé. Et donc, il faut savoir qu'est-ce que ça devient, comment faire une éthologie compréhensive des interactions par écran. Voilà la question que Goffman n'a pas pu le faire, n'a pas pu l'aborder, parce qu'il est mort il est mort en 82, juste au moment où ça allait se développer. Mais il le sentait, il a fait allusion à la télévision dans certains de ses derniers articles, mais la télévision, bon, ça va pas très loin dans ce domaine de l'interaction. Et donc voilà, c'est vous qui allez le faire. Merci.